va faire son entrée dans quelques minutes. Monsieur le directeur du programme national de lutte contre le diabète, Dr Luc Ferdinand Kamanga, Monsieur le représentant de la firme Sanofi, Monsieur le partenaire Sanru, Madame la secrétaire de la Fédération internationale du diabète en Afrique, Madame Sohara, chers formateurs des évidences des cliniques universitaires de Kinshasa, chers apprenants, mesdames et messieurs à votre titre de qualité, chers, je ne sais pas comment l'appeler, chère mamie, notre bibliothèque vivante, notre Baoba qui nous a fait l'honneur ce matin. À vos titres d'égalité, nous vous disons bienvenue dans cette salle Caritas. Cette journée, c'est une journée qui fait suite à la formation que vous avez reçue en ligne. Vous avez suivi tous la formation avec la Fédération internationale du diabète en ligne. Et beaucoup d'entre vous avez déjà terminé la formation, vous avez déjà des certificats. Et d'autres sont en cours de formation. Et il a été prévu un atelier en résidence, en fait un atelier en présentiel, un atelier physique dans une salle comme ce local. Et nous avons l'objectif de faire cet atelier avec au moins 240 participants. Et la journée sera articulée, comme vous avez remarqué dans vos différents agendas. Tout le monde a son agenda en face. Nous allons commencer la journée par le mot du directeur du programme national de lutte contre le diabète, Dr Luc Ferdinand Kamanga. Nous aurons le discours aussi de notre partenaire officiel Sanofi, qui finance, grâce à qui nous avons aujourd'hui cette possibilité de nous retrouver dans cette salle. Nous aurons aussi un discours du président de la Fédération internationale du diabète Afrique. Et à la fin, nous aurons le discours du représentant du secrétaire général à la santé, hygiène et prévoyance sociale. Après cette cérémonie d'ouverture, les professeurs vont se scinder en deux et vont rejoindre respectivement leur salle. Et ceux qui vont être avec nous le matin ici feront les après-midi dans l'autre salle. Et ceux du matin de l'autre salle feront les après-midi dans cette salle. Et au final, les deux salles auront reçu toutes ces cinq éminences et recevront les mêmes matières. Vous n'êtes pas seulement en salle, nous avons des multitudes aussi en ligne et nous sommes écoutés aussi par nos partenaires scientifiques qui sont éparpillés à travers le monde. Et c'est une journée très enrichissante, comme je l'ai dit au début, parce que nous allons revoir, revisiter les cours que vous avez appris ensemble en ligne et vous aurez la possibilité, n'est-ce pas, de poser aussi des questions et d'avoir le partage d'expérience. Nous allons aussi, avant la clôture de la cérémonie officielle, donner quelques minutes à notre mamie, notre baoba, notre ancêtre dans le diabète, pour son mot aussi de bienvenue. Et elle pourra rentrer pour se reposer. Après cette cérémonie, nous aurons la pause avant de commencer les cours proprement dit. Nous vous félicitons pour votre bravo. Vraiment, est-ce qu'on peut s'applaudir à ce stade? C'est merveilleux de voir votre grandeur, la manière dont vous êtes dépensés, vous êtes organisés pour arriver à l'heure, malgré les embouteillages, malgré l'état de route, et vous êtes là. L'autre salle est aussi à venir remplie. Donc tout le monde est presque là et vous êtes à féliciter. Et donc, beaucoup sont venus sans mettre quelque chose sous la dent. Et donc, avant que nous commencions, nous avons une pause café. S'il vous plaît, si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'être très en retard parce que la pause café sera servie à un seul endroit et on est plus de 250 personnes. Et nous allons demander votre rapidité, votre collaboration, votre compréhension, votre indulgence, votre patience et votre participation. Et surtout les femmes, ne vous sentez pas étrangères. Nous allons tous tremper la main dans la pâte pour pouvoir aider le service à aller plus rapidement. Et à la fin, s'il vous plaît, pas de désordre.
celui qui est dans cette salle rentre dans cette salle, et celui qui est dans la salle opposée rentre dans la salle opposée. C'est pas parce que vous avez vu un ami ou une amie que vous devez le prendre parce qu'il y a une chaise à côté, s'il vous plaît. Aidez le protocole dans ce sens-là et soyons sérieux dans ce sens-là. Le directeur du programme national de lutte contre le diabète, le docteur Luc Ferdinand Karamba. Merci, docteur Luc. Messieurs les représentants de Sanofi dans la salle, Madame le directeur adjoint du programme national contre le diabète, chers professeurs dans la salle, je dis à tous, bonjour. C'est pour moi un honneur de prendre la parole à cette tribune pour ouvrir la dérive des malades vivant avec le diabète sucré dans notre pays. L'honneur est encore plus grand quand c'est la Fédération internationale du diabète qui non seulement est l'initiateur mais aussi sponsor avec le concours de Sanofi, bien connu pour ses produits de qualité et différents services rendus à la société. Nous avons besoin de rappeler ici que la problématique du diabète sucré à l'RDC et à travers le monde est un problème majeur de santé publique. Surtout en ce moment, assistons à une transition épidémiologique caractérisée par l'explosion et la montée en puissance de maladies non transmissibles, détrônant ainsi avec une telle ampleur des maladies infectieuses qui, jusqu'au siècle dernier, faisaient la désolation en termes de mortalité. Le diabète fait partie en effet de 4 pathologies rares qui font des maladies non transmissibles des plus grands tueurs silencieux. Il est donc impérieux que nous, professionnels de santé, puissions nous réveiller pour sauver cette humanité qui ne sait plus exercer un secours. Le PNLD, dans son rôle régalien, adopte cette tâche d'orienter les actions de lutte contre le diabète vers les phases à plus haut impact. Et ceci dans les soucis de réduire du mieux que nous pouvons la mortalité liée au diabète sucré. Avant cet exercice, essayez de savoir d'abord quelle est la situation du diabète dans notre pays. Il est en effet prouvé par plusieurs études de prévalence à travers le monde que près de 10,5% de la population vit avec le diabète. Et je pense que la RDC étant de ce monde n'échappe pas à cette règle, mais seulement chez nous. Nous sommes basés sur des études malheureusement parcellaires pour évaluer la prévalence du diabète. Et les chiffres que nous avons en main nous situent entre 7 et 14% de la population. Mais cependant, nous souhaitons ardemment qu'une étude de prévalence à portée nationale soit menée afin de connaître la vraie ampleur du diabète dans ce pays. Le diabète et le PNLD, Programme national de lutte contre le diabète, demeurent encore des parents parce que pas suffisamment soutenus. Mais nous saluons les initiatives et surtout le mariage entre Sanofi et Sanofi qui nous soutiennent. Le cas, par exemple, de cette formation de ce jour. Et les complications liées au diabète, qui est également un problème dont nous avons beaucoup de chemin à faire. Il y a la création des cliniques diabétiques et l'intégration dans la prise en charge du diabète dans les centres cliniques existants. La subvention des médicaments en faveur des personnes vivant avec le diabète
Je suis heureux ce matin, en prononçant cette phrase, de me rappeler la réunion que nous avons eue hier, où nous avons eu une nouvelle fantastique, encore une fois avec Sanofi, qui va faciliter l'accessibilité à ces médicaments à moindre coût dans peu de temps dans notre pays. C'est donc l'occasion de saluer des initiatives privées particulièrement professionnelles dans le domaine. Je citerai le réseau BDOM, l'armée du salut, l'Église protestante et certaines personnalités qui soutiennent la prise en charge du diabète sucré à travers le pays. Ici, je voudrais faire chapeau bas à notre mamie qui n'est plus à présenter, notre décret. Merci d'être là, merci d'être avec nous, de nous avoir accompagnés depuis si longtemps. C'est d'abord certes appréciable, mais demeure encore insuffisant dans la détendue du pays, la densité de sa population et les besoins qui s'en suivent. Et parmi les défis du PNLD, la formation des prestataires occupe une place de choix dans ces priorités. En effet, au sortir de la faculté de médecine après la formation du médecin généraliste, l'expérience a montré que la prise en charge des complications du diabète sucré n'était pas aisée pour le médecin fraîchement sorti de son alma mater. Il fallait donc renforcer les capacités de ces derniers dans la prise en charge du diabète et des complications pendant son cours. C'est ici donc l'occasion de saluer cette belle opportunité que nous offre la Fédération internationale du diabète avec l'appui de Sanofi. Pour cet élan, combien doit accompagner le programme national de lutte contre le diabète dans le domaine de renforcement des capacités. Et grand merci encore une fois au groupe IDF Sanofi. Ainsi, l'impact sur la mobile mortalité liée à cette maladie va aller décrescendo pour le bonheur du pays tout entier. Chers partenaires techniques et financiers, ici particulièrement représenté par Sanofi, semble. Le fléau de maladies non transmissibles ne se limite pas seulement au diabète. Les maladies cardiovasculaires, ces complications, le cancer, les affections respiratoires chroniques sont actuellement la première cause de mortalité dans le monde. Votre appui est certainement attendu dans tous ces domaines. Mais cependant, la charité bien ordonnée commençant par soi-même, je vous remercie pour avoir choisi le PNLD et le diabète parmi les premiers bénéficiaires, voire plus élevés dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Un peu plus de 80% des décès prématurés dus aux maladies non transmissibles surviennent dans ces pays. La connaissance par le biais de la formation continue des prestataires est certainement l'axe qui nous paraît prioritaire dans la lutte contre ces maladies, particulièrement le diabète sucré. C'est l'occasion, encore une fois, de saluer à juste titre cet appui à la formation que nous offre Sanofi et le PNLD à travers ce directeur boutique en médecine. À vous, chers apprenants qui êtes venus nombreux, nous pouvons lire l'intérêt que vous accordez à cette formation. Et c'est pour ça que je voudrais vous saluer vivement et vous demander d'applaudir pour vous-même. Vous devez en effet saisir cette chance pour mettre de l'ordre dans vos connaissances, afin de mieux servir la population qui vous regarde et qui vous juge selon vos prestations. Rappelez-vous, au sortir de la faculté, vous avez prêté serment de mettre le patient dans la priorité de vos soucis. Et je vous souhaite une vive attention pour vous y intégrer. Nous soutiennent un petit peu dans cette lourde tâche de canaliser les énergies pour le bien-être de la personne vivant avec le diabète. Ceci rappelle en effet le thème de la Journée mondiale du diabète 2024, promouvoir la lutte contre le diabète, c'est garantir le bien-être de la population, car le diabète est un tueur silencieux. Dédié, je vous remercie. Ferdinand Kabanga pour ce discours.
nous allons passer la parole à notre partenaire, qu'on peut applaudir très fort pour l'équipe Sanofi. Nous passons la parole à Mme Célia. Bonjour à tous. Mon collègue Carmo et moi-même sommes vraiment ravis d'être ici aujourd'hui à Kinshasa pour cette journée de formation autour du diabète en partenariat donc, avec la Fédération internationale du diabète et le programme de lutte nationale contre le diabète. Je voudrais avant de commencer vraiment remercier toute l'équipe de la Fédération internationale du diabète ainsi que le programme national, particulièrement Dr Louis, pour avoir permis l'organisation de cette journée, et un grand merci aussi à notre partenaire Sandro, ici présent aujourd'hui. Non lucratif du laboratoire Sanofi, et on a une mission principale qui est d'améliorer la vie des personnes vivant dans les communautés isolées grâce à des modèles de soins de santé innovants et à des partenariats dans l'idée d'avoir un impact durable dans les pays. On a 3 priorités stratégiques qui sont d'améliorer l'accès à des traitements de qualité et abordables. On veut également renforcer les systèmes de santé et de prestation de soins des patients. Et on veut également développer des partenariats multisectoriels qui sont considérés comme percutants. Donc on a dans notre unité de santé mondiale un portefeuille de produits. On a 30 médicaments dont la plupart font partie de la liste des médicaments essentiels de l'OMS. Et ces médicaments sont sur le domaine cardio-métabolique, l'oncologie et les maladies infectieuses. Je vous montrerai après quels sont ces médicaments. On est présent dans 40 pays dont les besoins médicaux non satisfaits sont les plus élevés. Je vous montrerai tout à l'heure sur une carte quels sont ces pays. Et on a développé une marque Impact qui est une marque dédiée pour nos pays de la Global X Unit qui nous permet de fournir nos médicaments à des prix accessibles. On soutient bien sûr à travers nos approches les ministères de la Santé, les ONG locales, les organisations professionnelles. Et en termes d'objectifs, alors vous pouvez aller à la slide 4, non, la suivante, encore après, encore, merci. La suivante, encore, la slide suivante. Merci. Également. Et on a aussi un fonds d'investissement qu'on appelle un fonds d'investissement Impact pour investir dans des entreprises inclusives locales et développer des solutions qui sont viables ensuite financièrement. Donc comme je l'expliquais, on met à disposition donc, des traitements à prix accessible, et la petite marge qui est générée avec la vente de ces médicaments est entièrement arrêtée des pays qui sont situés en Afrique subsaharienne. Nous avons également quelques pays en Afrique du Sud-Est, en Asie centrale et dans les îles du Pacifique, et Haïti qui est tout seul de son côté, donc il fait également partie de nos pays. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc là, vous avez rapidement le portefeuille de produits que nous avons donc, au sein de notre unité de santé mondiale. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons des médicaments pour le diabète, l'endocrinologie, un portefeuille de produits en cardiologie, thrombose veineuse, des médicaments contre le cancer et la transplantation. La slide suivante, s'il vous plaît. Et nous avons également des molécules pour les maladies infectieuses. Slide suivante. Donc, comme je vous le disais précédemment, on a développé une marque spécifique qui est la marque Impact, qui nous permet de proposer des prix optimisés dans les pays de la Global X Unit. Donc,
Ces produits sont disponibles uniquement dans les 40 pays de la global actionniste et on a développé donc un packaging spécifique. Ces produits ont la même qualité que la marque Sanofi, ils ont le même processus, le même type de fabrication, la même formulation. Ce ne sont pas des génériques, ce sont vraiment exactement les mêmes produits de Sanofi, seul le packaging est différent. La chose innovante, c'est que sur la boîte, on a mis un petit QR code et les patients, en scannant le QR code, ont accès aux informations dans la langue locale du pays. Donc, en scannant le QR code, le patient peut avoir accès à tout un panel de langues différentes pour pouvoir lire la notice. Et donc, on a toute la gamme de produits que je vous ai montré tout à l'heure qui va progressivement se déployer en marque Impact. On a mis à disposition ce nouveau packaging, ce nouveau nom de marque, pour qu'on puisse vraiment donner accès à nos 40 pays à des prix access et que ces produits ne se retrouvent pas dans des prix voisins, dans des pays voisins qui, eux, n'ont pas accès au prix access de Sanofi Global Actionniste. Donc, par exemple, si vous êtes familier avec le Lantus, prochainement, donc ici en République démocratique du Congo, le Lantus sera disponible sous le nom de Insuline Glargine Impact. Donc on a gardé le nom de référence internationale, à la suite duquel on ajoute le nom de marque Impact. Et donc ces produits sont disponibles auprès de deux grossistes répartisseurs locaux qui sont la Cogesa et la Comecom. Donc ces produits sont maintenant disponibles en République démocratique du Congo. La slide suivante, s'il vous plaît. Dans les pays. Et on identifie donc un partenaire local pour co-créer des programmes de renforcement et améliorer la prise en charge au niveau communautaire des maladies non transmissibles. Donc on a trois axes principaux. Le premier, c'est sur les traitements. Donc on va faire des programmes qui vont améliorer la disponibilité et l'accessibilité financière des médicaments avec des initiatives telles que le renforcement des capacités de la chaîne d'approvisionnement. On peut avoir des programmes de formation médicale. Donc c'est le cas aujourd'hui du partenariat avec la Fédération internationale du diabète. C'est une des composantes du programme avec SAMRU. Et on a aussi tous ces services aux patients, aux partenaires au niveau local et au niveau mondial. Comme je le disais, on a lancé notre propre marque de médicaments à prix accessible. On a vraiment un engagement fort pour améliorer l'accès aux analogues de l'insuline dans les pays et renforcer les capacités de soins contre le cancer. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à l'équipe Sanofi. Et nous passons directement au discours qui sera projeté. Il y a beaucoup de responsabilités. Mais elle nous a fait l'honneur, n'est-ce pas, de nous envoyer son discours et nous serons très attentifs à l'écouter. Et tout en temps, la régie pouvait projeter le discours du professeur Abodo, qui est le président de la Fédération internationale du diabète Afrique. Chers représentants de la Fédération internationale du diabète présents sur place, au Congo Kinshasa, nos partenaires, l'unité de santé mondiale du Sanofi, chers enseignants et chers apprenants, mesdames et messieurs, c'est un véritable honneur pour moi en tant que représentant régional qui concerne notamment la formation dans le programme de l'école de santé du diabète de la FID. Il s'agit d'un programme important qui prend en compte de nombreux pays dans le monde, particulièrement en Afrique, et le Congo, Kinshasa, représente une partie importante de par sa population. Oui, il s'agissait du président Afrique de la Fédération internationale du diabète, le professeur Abodo. Pour le moment, nous allons passer à j'ai passé 97 ans, je vais en avoir 98 ans. Je
d'avoir une vie en bonne santé aussi longue que possible. Et pour cela, pour avoir une vie en bonne santé, il faut deux choses. Il faut des bons gènes, ça vous les avez reçus de vos parents, et il faut du courage. J'aime autant vous dire que le courage, ça vient un jour à la fois. Petit à petit, je n'ai jamais planifié très longtemps en avant. J'ai essayé de vous donner l'exemple. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais je vous souhaite à tous, dans votre tâche de prise en charge du diabète, d'avoir beaucoup de courage pour vous-même et pour votre travail. Je suis très étonnée de voir tant de monde intéressé au diabète. Quand j'ai commencé il y a 50 ans à l'hôpital général, j'étais assis dans un petit bureau de rien du tout, avec deux infirmiers pour m'aider. Les deux infirmiers vivent encore et c'est vraiment à nous trois que nous avons fondé la prise en charge du diabète. Cette prise en charge du diabète doit être un travail d'équipe. Et là, je vais poser une question qui m'intéresse beaucoup. Dans l'auditoire, est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui sont médecins? Bon, baissez la main. Qui sont infirmiers ou soignants et infirmiers? Levez la main. Eh bien, là, il y a un problème. Un énorme problème. Qui sont les personnes qui sont ici comme malades à titre de père éducateur ou autre? Levez la main. Voilà le problème. Nous sommes tous, moi je suis médecin bien sûr, mais nous devons tous travailler en équipe et nous devons travailler à améliorer une collaboration en équipe. Si vous êtes médecin dans un centre de santé pour le diabète, si vous n'avez pas une équipe autour de vous, vous n'êtes rien du tout. Donc là, il y a un énorme changement à faire. Donc travail en équipe, travail de longue durée. On n'est pas diabétologue. Moi, je ne suis pas diabétologue, mais j'aime bien d'accompagner et de soigner les diabétiques. Donc c'est un accompagnement à côté d'un malade, à côté d'un diabétique. J'emploie le mot diabétique, je sais que ce n'est pas à la mode, et vous me comprenez, je suis vieille assez pour pouvoir faire ça. Donc vous êtes à côté de quelqu'un qui a un gros problème. Vous devez l'accompagner, et la prise en charge est un accompagnement dans la durée. Pour que cet accompagnement soit efficace, vous devez avoir de bonnes connaissances. Et là, je voudrais vous demander à tous un peu plus de curiosité scientifique. Essayez de lire, d'apprendre, d'écouter, de voir ce qui se fait dans le monde entier. Il se fait de très belles choses et de très bonnes choses dans le diabète. Mais tout ce que vous apprenez, vous devez réfléchir, vous devez l'utiliser, et moi je vous dis, vous devez le mettre à la sauce congolaise. C'est-à-dire que vous devez l'adapter aux conditions de nos malades. Ça ne sert à rien d'avoir des traitements magnifiques. Moi je vois des projets de traitements magnifiques de doses de diabète, comme ci, comme ça, de doses d'insuline. Mais le pauvre malade qui vous arrive, il n'a pas mangé le matin. Que faites-vous? Ou bien il ne sait pas lire ce qui est écrit sur le flacon. Donc s'il vous plaît, adaptez vos connaissances et je vous dis, soyez curieux. Vous n'êtes pas assez curieux en général. Adaptez vos connaissances et adaptez-les à la situation de nos malades. Je pense que la très grande majorité de nos diabétiques sont des gens modestes et souvent même très pauvres. Donc là, cherchez comment le rendre accessible. Sachez aussi que la formation de nos médecins et infirmiers est fondamentale et que nous avons la responsabilité de former nos malades. Et cette formation, ce n'est pas un jour avec un grand auditoire comme aujourd'hui. Ça, c'est rien du tout.
c'est la continuité, chercher des petits programmes modestes, réalisables en continuité. Former vos malades, aidez-les, et alors la première chose qu'on doit faire quand on enseigne un malade, c'est lui demander de parler lui. Nous ne commençons pas à lui dire ce qu'il doit manger, nous commençons par lui demander est-ce que tu as mangé hier. D'abord nous corrigeons un petit peu. Donc voilà quelque chose. Alors, encore une chose, nous devons travailler et nous devons aimer nos malades. Ça, ils le sentent. Je n'oublierai jamais, il y a très longtemps de cela, je vais dans un centre de santé, je ne savais pas lequel c'est, et les malades arrivent chez moi et me disent voilà, on va vous dire quelque chose. Et d'habitude, c'est que l'infirmier est méchant, que la sœur a fait ci ou ça. Non, c'était pas ça. Eh bien voilà, on est très bien soignés ici. Les soins sont bons, ils sont bien reçus, mais nous sentons qu'on ne nous aime pas. Ça, je comprends ce qu'il voulait dire. C'était évidemment pas tout à fait vrai, parce que c'était quand même un peu mieux que ça. Mais on doit avoir une approche du malade, une chaleur humaine vis-à-vis du malade, même si ces malades sont insupportables. Donc voilà. Donc nous devons avoir ce que je résume en notre devise, des soins de qualité avec peur. Mais ça, je promets toujours aux médecins qui viennent travailler avec moi, vous ne serez jamais riche avec ça. Donc c'est certainement une spécialité qui rend peu de personnes riches. C'est un programme qui n'est pas subventionné. Vous savez tous que la Banque mondiale subventionne plusieurs programmes. Le diabète n'en fait pas partie, malgré les efforts de la Fédération mondiale. Donc, vous aurez toujours des problèmes financiers, vous, et des problèmes financiers de vos malades. Cherchons évidemment des aides et des soutiens, comme aujourd'hui celui de Sanofi Aventis, c'est un bon exemple. Donc, voilà tout ce que je peux vous dire. Et surtout, essayez d'appliquer vos connaissances au niveau du malade. Nous devons être des gens adaptables et toujours chercher à faire une médecine à visée sociale. Quand vous avez réussi à soigner à la perfection un ou deux malades, vous aurez peut-être la possibilité d'écrire des articles scientifiques. Mais essayez de donner des soins, peut-être pas aussi parfaits, mais le mieux possible à toute votre communauté, aux diabétiques de votre commune, eh bien, vous aurez certainement la reconnaissance de vos malades. Et c'est ça qui est essentiel. Voilà ce que je pouvais vous dire. Moi, je suis vieille, j'ai fini pratiquement ma carrière scientifique, mais je voulais un héritage. C'est l'héritage d'accompagner les diabètes en les aimant et en leur donnant des soins de très grande qualité avec peur. Voilà ce que je voulais vous dire. On peut continuer à applaudir très fort. On l'accompagne. On voit qu'elle a déjà fait une partie de tout. Et les éminences de notre société, des corps qu'elle a portés, on peut continuer à applaudir. Parce que pour toi qui ne savait pas, c'est la personne qui a donné toute sa vie au service de elle. Et beaucoup d'éminences aujourd'hui sont passées par ses mains. On peut l'accompagner, parce que c'est la seule chose qu'elle mérite. L'accompagner. Merci beaucoup, mamie. Merci. Le secrétaire général à la santé, hygiène et programme social voulait être là en personne, mais il est en déplacement. Et pour ça, il nous a laissé une personne qui nous accompagne. Une personne qui constitue le point focal, notre point d'ancrage. Quoi qu'il arrive, n'importe quel moment, nous l'appelons parce que c'est la personne qui nous accompagne et c'est cette personne
Et le secrétaire général a bien voulu que ce soit elle qui le remplace et qui dise un mot. Et donc, sous vos ovations, nous allons appeler devant nous le docteur Héritier pour prendre la parole et nous dire son mot. Est-ce qu'on peut applaudir? Docteur, s'il vous plaît, vous pouvez vous approcher. Les applaudissements sont chuches. Merci beaucoup. C'est un honneur. Donc, je vais dire les mots. Monsieur le secrétaire général à la santé publique et hygiène, étant donné qu'il assure des fonctions de haut niveau. Et par conséquent, il nous a aidés pour faire pour dire son nom. Je l'ai dit au nom de monsieur le secrétaire général. Monsieur le directeur, messieurs les représentants de la Fédération internationale du diabète, messieurs les représentants des partenaires, mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. C'est une grande joie d'être parmi vous à cette journée de fin de formation des prestataires, à tous les niveaux, niveau national, niveau des provinces, sur les guides thérapeutiques de prise en charge du diabète organisés à Kinshasa en présentiel et en ligne. Je voudrais par cette occasion m'inviter d'une tâche qui est de reconnaître la volonté et l'engagement des autorités locales, des professionnels œuvrant dans les domaines de la santé et des représentants des organisations qui travaillent dans la prise en charge du diabète dans notre pays, qui est la RDC, donc la République démocratique du Congo. Ceci atteste notre intérêt commun à cette problématique, d'une part, et d'autre part, nous conforte dans l'engagement de tous à accompagner la matérialisation de la vision du chef de l'État en matière de la couverture santé universelle. Cet engagement de toutes les parties prenantes passe par la prévention, les contrôles du diabète et des déterminants dans notre contexte. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, le diabète est un réel problème de santé publique dans notre pays. C'est une maladie qui évolue insidieusement et dont les manifestations cliniques traduisent la survenue des complications, notamment cliniques, des manifestations cliniques traduisant la survenue des complications, notamment la cécité, l'insuffisance rénale, les accidents cardiovasculaires cérébraux et les amputations des membres inférieurs. Il occupe aujourd'hui une place importante dans l'éventail des problèmes mondiaux de santé publique. En raison de la progression inquiétante du nombre des malades, des complications sévères et des décès précoces, sans parler socio-économique des prises en charge. En République démocratique du Congo, où l'expérience de gestion des maladies infectieuses laisse entrevoir un certain nombre de contrôles, voire même l'élimination des filières grâce au progrès des différents programmes nationaux instaurés et les bravoures des acteurs engagés. On assiste cependant à une augmentation de la charge de morbidité et de mortalité liées aux maladies non transmissibles telles que les diabètes, les maladies cardiovasculaires et les cancers, traduisant une véritable transition épidémiologique, démographique et nutritionnelle. Le diabète pose un véritable problème de santé publique dans notre pays, par son type fardeau épidémiologique, économique et social. Les différents facteurs, à savoir la modernisation, l'urbanisation rapide et la promotion agressive des aliments nuisibles à la santé, contribuent grandement à sa progression spectaculaire tant en Afrique qu'en République démocratique du Congo. À cette situation, le ministère qui est le nôtre
de santé publique, hygiène et prévoyance sociale place la prévention et les contrôles du diabète comme une priorité dans sa politique sanitaire nationale, voire les programmes nationaux de développement sanitaire et prévoyance sociale, qui est de 2024 et 2023, qui est inscrit dans son plan de santé des interventions allant dans le cadre de la couverture santé universelle. En vue de la rareté des ressources humaines, donc pour augmenter la masse critique et la difficulté des recrutements, il est nécessaire d'investir en premier lieu dans les structures déjà existantes en priorisant celles desservant les grandes agglomérations des personnes pauvres et vulnérables tout en favorisant les recours aux partenaires. À ce titre, le ministère a élaboré des politiques nationales de prévention et de traitement du diabète et de prise en charge des maladies qui sont compatibles avec le développement durable de notre système de soins, en tenant compte des objectifs de développement convenus à l'échelle internationale. Mesdames et messieurs, dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles, le ministère de la Santé réitère son engagement à ne ménager aucun effort avec les concours d'autres acteurs, à ne ménager aucun effort pour améliorer davantage les services rendus à la population en général, diabétique en particulier, à travers l'amélioration de l'accès aux soins de santé, de qualité et de la réduction des inégalités face à ces. Au niveau mondial, de 2024 à 2026, la thématique étant diabète et bien-être. Ainsi, pour cette année 2024, le ministère de la Santé publique, hygiène et prévoyance sociale est engagé à contribuer au bien-être de la population et dit bien gérer son diabète, c'est garantir son bien-être. Par conséquent, je réitère mes remerciements à tous et vous invite à mener à bien ces combats contre le diabète, car votre travail et votre contribution combien positifs à l'amélioration de la prise en charge de ces fléaux ne sont pas une fin à soi. Nous devons donc profiter au maximum de cette opportunité ou occasion pour qu'elle, mûrir par les difficultés des spécialistes de l'art de guérir, nous puissions contribuer à perfectionner votre technique, enrichir votre inspiration, afin de justifier notre ambition. C'est de faire de nos malades notre priorité en vie et contribuer à leur bien-être. Je finirai par sans témoigner ma reconnaissance à tous nos partenaires ici présents, soit qui nous suivent en ligne, pour leur implication et engagement en vue de faire face à ces problèmes de santé et nous permettre d'inverser les tendances. J'ai dit et je vous remercie. Officiel de cet atelier. Et pour votre information, c'est un atelier réellement qui vient après la fin de cours en ligne, en principe. Donc c'est un atelier en présentiel, constituant la fin des cours qui ont été donnés en ligne. Et pour faire aussi un petit commentaire par rapport à l'adresse ou au mot de circonstance du Dr Leclerc, la Fédération internationale du diabète avait lancé un lien et tout le monde devait souscrire. Il y avait des médecins, des infirmiers, des pharmaciens, j'ai vu même des chimistes. Et c'était sur toute la République démocratique du Congo. Et donc, ce qu'il y a vraiment à dire, c'est que quand on voit une information, on doit courir vers cette information, vers cette connaissance. Et donc, Leclerc a parlé de la curiosité, c'est important. Et la Fédération internationale ne choisit pas les gens. Et vous avez compris, lors du discours du directeur, qu'il y a la possibilité, n'est-ce pas, d'enrôler encore et encore beaucoup de participants en ligne pour des formations.
Et même pour votre information, nous avons formé ensemble avec Sanofi et Sanru, on a élaboré des documents, des normes et directives avec les éminences dans le domaine du diabète. Nous avions formé les prestataires de Kinshasa en passant par la DPS et on ne forme pas que le médecin parce que la prise en charge du diabète. Elle représente la RTT à travers le monde actuellement et elle est même infirmière. Elle a aussi passé l'interview au nom aux représentants de tous les présentateurs ou les formateurs de la République démocratique du Congo, les personnels scientifiques, et nous allons aussi avoir l'interview du directeur du programme national de lutte contre le diabète, en la personne de Dr Luc Ferdinand Kamanga, pour qui je vous demande de nouveau à applaudir très fort. Et c'est la personne qui va représenter le ministère face à tous les tout honneur. C'est la personne qu'on va interviewer dans le cadre du ministère. Et donc, juste après la pause café, je vous invite déjà, j'appelle déjà les professeurs et tous ces officiels. Vous pouvez déjà suivre le protocole pour aller prendre rapidement sur le hall. Et en ce moment, je fais appel à tous les journalistes et les photographes professionnels qui sont avec nous dans la salle pour remonter et passer ces interviews. Et s'il vous plaît, vous avez déjà reçu les instructions sur la rapidité, la coopération et tout. Le reste doit se faire rapidement et regagner dans la salle. Pour cette première partie, nous allons rester dans cette salle avec le professeur Pascal Bayaouli et le docteur Rémy. Et la salle B, nous aurons le professeur Bolégué, le docteur Gégé et le professeur Boubou. Là-bas. Et les après-midi, ici, nous aurons le professeur Bolégué et le docteur Gégé. Et Pascal Bayaouli Mwassa, je suis endocrinologue et diabétologue. Et entre-temps, je suis professeur à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, où je dispense les enseignements liés à mon domaine. Concernant les domaines de formation, on doit commencer d'abord par former les gens qui vont sensibiliser la communauté sur les mesures de prévention du diabète sucré. Parce que la meilleure médecine, elle est préventive. Il faut former ces gens. Nous sommes capables de prévenir le développement du diabète sucré en adoptant une vie saine. Comment manger correctement? Il faut que l'alimentation réponde aux normes de la diététique. Donc, c'est le premier médicament que nous recevons nous tous chaque jour. Il faut que cette alimentation nous aide à être en bonne santé. Pratique régulière de l'activité physique. Nous devons organiser des cantines dans nos écoles pour nos enfants qui doivent être gérés par des nutritionnistes bien formés. Donc, ce volet est important. De la kiné, j'ai dit, nos hôpitaux sont moins équipés. Les plateaux techniques insuffisants. Il faut organiser la couverture santé universelle pour qu'une solidarité nationale puisse nous permettre d'aider nos frères et sœurs diabétiques dans leur prise en charge. Parce que ces gens n'ont pas suffisamment de moyens pour supporter le coût dû à leur maladie. Donc ça, c'est très important. Ensuite, d'autres défis, j'ai parlé de quoi? De la formation, de l'équipe soignante, ça signifie les médecins et les infirmiers. Il faut donner l'opportunité aux spécialistes, aux formateurs d'effectuer des visites dans les provinces de notre pays pour aller apporter les messages qu'il faut en vue d'améliorer la prise en charge du diabète sucré. Je crois que c'est important. Je dois vous dire que je suis pour qu'on utilise les formats mixtes, mais avec une dominance du format en présentiel. Parce que vous allez voir, à la différence d'autres disciplines, il n'y a pas une formation de médecine en ligne qui conduit à un diplôme. En tout cas, on ne forme pas un clinicien en ligne. Donc moi, je préfère qu'on adopte les formats mixtes, mais avec une dominance du format présentiel. Donc il faut permettre aux spécialistes d'approcher les prestataires des soins pour qu'on puisse échanger. Parce que quand une formation s'adresse aux adultes, il s'agit de l'andragogie. Donc les adultes ont des problèmes spécifiques dans l'exercice de leur métier au quotidien. C'est bien de les rencontrer, de partager avec eux leurs problèmes pour leur être utile. Et quand ils participent à une formation, ils attendent de cette formation une solution aux problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Ça ne doit pas être une formation théorique toute seule, non.
initiative que nous encourageons. Mais cette initiative doit se faire en collaboration avec les prestataires et les responsables du secteur dans notre pays. Par exemple, nous, qui sommes de l'université, de la faculté de médecine, nous allons demander aux partenaires de collaborer comment. Lorsqu'ils projettent une formation, ils doivent entrer en contact avec nous pour se rassurer de notre disponibilité, parce que souvent ce qui arrive, c'est quoi? Comme les bailleurs de fonds, lui, il amène ses moyens, il impose tout, les calendriers, tout, ainsi de suite. Ça ne devait pas se faire comme ça. Nous devrions collaborer, donc échanger pour fixer les calendriers ensemble, même les formats et même les thèmes les définir ensemble. Et là, ce serait plus efficace. Oui. Ok, merci beaucoup. Je suis le docteur Luc Ferdinand Kamanga, directeur du programme national de lutte contre le diabète en RDC. Je suis pédiatre de formation et responsable de plusieurs volets de formation sur le plan de santé publique. Vous savez, en tant que programme national de lutte contre le diabète, nous sommes régaliens. Donc nous représentons les intérêts du gouvernement, du ministère de la Santé particulièrement, dans la gestion du diabète, aussi bien au niveau individuel chez les malades, mais aussi au niveau communautaire et au niveau national. Quels sont les défis? Les défis que je vais présenter ici sont les défis du programme. En tant que programme spécialisé du ministère de la Santé, nous avons plusieurs défis. Et ces défis tournent autour de financement. Vous savez, le diabète est pratiquement un parent pauvre parce qu'il n'a pas été soutenu comme les autres programmes que nous avons connus dans le temps, les programmes qui traitent des maladies infectieuses. Mais le diabète, ce n'était pas le cas. Heureusement que maintenant, il y a quand même des sensibilités qui se lèvent pour pouvoir soutenir ce diabète. Nous avons des défis liés au financement, notamment des projets qui sont inscrits dans notre PAO. Nous avons des problèmes, des défis liés au financement, notamment aux documents normatifs que nous avons produits avec l'aide de certains partenaires, mais qui doivent être vulgarisés actuellement. Nous avons des défis liés aux données. La possibilité de donner sur le diabète en République démocratique du Congo pose un problème. Et nous devons tout faire pour pouvoir avoir le plus de données possible et connaître mieux ce problème de diabète. Je dirais pas suffisamment, aussi bien en nombre qu'en qualité. Parce que vous savez, quand vous sortez de la faculté de médecine en tant que médecin généraliste, je le dis en connaissance de cause parce que moi-même j'ai été généraliste à un moment donné, avant ma spécialisation, il n'était pas aussi aisé de pouvoir prendre facilement en charge un diabétique sur terrain. Donc il était important que des formations supplémentaires soient administrées à ces personnes en cours d'emploi pour qu'ils soient à même de pouvoir prendre correctement les malades diabétiques en charge. Donc c'est très important que ces formations en cours d'emploi soient réalisées, comme c'est le cas aujourd'hui. Et nous sommes ravis avec l'apport de l'IDEF et Sanofi qui nous appuient par rapport à ça. Il est clair que toutes les étapes de la prise en charge du diabétique sont importantes. Et donc, on doit former les personnes d'après toutes les étapes de prise en charge. On parle de la prévention. Il faut savoir au niveau de la prévention qu'est-ce qu'il faut préconiser pour que les malades sachent quoi faire pour ne pas tomber malade d'abord, pour se protéger. Il doit connaître le milieu environnement. Tout ça, ça s'appelle sensibilisation. On doit leur donner l'information, la bonne, pour qu'ils sachent comment éviter cette maladie. Mais aussi lorsqu'il est déjà malade. Alors ça, c'est une autre étape. Il faut que le personnel de santé qui est en charge de ce malade doit connaître d'abord sur le plan théorique la maladie c'est quoi et sur le plan pratique. Et sur ce plan pratique, nous avons besoin de protocoles, nous avons besoin de fiches techniques pour que cela soit bien pris en charge. Il y a des problèmes par rapport à la combinaison des médicaments. Cela encore, ça rappelle une formation pratique. La combinaison des médicaments pour soigner correctement un diabète selon le type qu'il a et selon les complications qu'il peut avoir.
Je dirais, sans me tromper ou sans hésitation, que nous préférons le format mixte. Le format mixte qui fait appel à la diffusion de l'information en ligne, mais aussi en présentiel, parce que c'est pas facile de former un clinicien en ligne. Il va avoir les connaissances théoriques, mais pas nécessairement les connaissances pratiques, parce qu'il faut absolument qu'il puisse toucher les malades, il faut qu'il puisse voir les gestes, les bons qui sont administrés par la personne plus avertie pour qu'il soit mieux formé. Donc, le format mixte nous arrange, mais certainement avec prédominance du format présentiel. Depuis l'histoire de ce programme qui a commencé en 2001, que nous avons une telle occasion que la Fédération internationale du diabète vienne s'intéresser au programme national de lutte contre le diabète en nous cherchant un partenaire qui finance les formations telles que nous la vivons maintenant. Donc ce sont des impressions qui nous sont très bonnes et nous souhaitons que ce soit un début mais pas une fin. Nous devons pérenniser ce genre de formation parce que le besoin est encore énorme. Vous savez, l'étendue du pays, la densité de la population et les besoins qui s'en suivent sont tels que nous devons continuer à former les gens. Au-delà de la Fédération internationale du diabète et Sanofi, nous appelons les autres bailleurs de fonds qui puissent nous soutenir pour continuer davantage de formation. Ça va améliorer la prise en charge des malades vivant avec le diabète, n'est-ce pas, et améliorer la vie de tout un chacun de notre pays. Le diabète tue lorsqu'on ne se soigne pas. Lorsqu'on devient diabétique, on le demeure jusqu'à la fin de sa vie. L'essentiel maintenant reste, lorsque vous êtes déjà diabétique, de pouvoir prendre correctement les médicaments, observer les mesures préventives qui sont préconisées, donc éviter tous les facteurs qui peuvent vous amener à tomber davantage malade, notamment qu'il faut éviter la sédentarité, il faut éviter l'obésité, il faut éviter de manger n'importe comment, et il faut régulièrement prendre ces médicaments pour rester en équilibre par rapport à la glycémie. Si vous ne faites pas cela, le diabète va certainement vous amener vers des complications qui sont fatales. Et moi, c'est Jean-Claude Dimbelolo, je suis médecin de formation. Je suis médecin travaillant au programme national de lutte contre le diabète et aussi médecin faisant des consultations spécialisées en diabétologie au centre hospitalier Alliance. Et je suis aussi président du conseil d'administration du centre éducation, diabète et santé. Les défis que nous partageons chaque jour régulièrement avec les personnes qui vivent avec le diabète, ces défis sont nombreux et très importants. Le premier défi, c'est par rapport à lui-même, la personne qui vit avec le diabète. C'est la connaissance de la maladie. C'est un défi important et beaucoup de malades ne connaissent pas. Beaucoup de personnes qui vivent avec le diabète ne connaissent pas leur maladie. Donc c'est un défi énorme qui doit nécessiter l'accompagnement de cette personne et l'amener à bien connaître sa maladie. Deuxième défi, toujours par rapport à ces malades, à cette personne qui vit avec le diabète, c'est le défi des soutiens. Le sort, c'est la sorcellerie. Donc tout ça, nous devons prendre dans un contexte qui perturbe quand même la personne qui vit avec le diabète. Et la question rejoint un peu ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, il n'y a pas un problème de connaissances suffisantes. Il manque un manque criant de connaissances. Comme vous le savez, la prise en charge d'une personne qui vit avec le diabète, ce n'est pas seulement les médicaments. La prise en charge d'une personne qui vit avec le diabète, se repose sur 3 piliers. Les premiers piliers, c'est que nous disons les mesures hygiéno-diététiques, les conseils sur l'alimentation. Le deuxième pilier, c'est en rapport avec l'activité physique. Le troisième pilier, c'est par rapport aux médicaments, s'il doit prendre les médicaments. Mais tout ça, il faut que la personne qui accompagne la personne qui vit avec le diabète, cette personne diabétique doit être informée suffisamment à travers une formation continue qui doit aider cette personne à maîtriser sa maladie. Et jusqu'à ce qu'on va arriver à ce qu'on appelle une autocontrôle de sa maladie, une autosuffisance de gestion de sa maladie. Donc il y a encore un problème important par rapport à la connaissance de la maladie. Et nous, en tant que professionnels de santé, nous avons l'obligation d'accompagner, de ramener cette personne qui vit avec le diabète pour être en mesure de mieux comprendre sa maladie. Les personnels soignants
n'ont pas suffisamment de connaissances et ils ne sont pas suffisamment équipés pour accompagner les personnes qui vivent avec le diabète. Vous le savez, les formations que nous recevons quand nous terminons nos études de médecine, la même chose quand les infirmiers terminent leurs études leur formation, ils ont ce qu'on appelle la formation théorique et avec quand même d'insuffisance. Et je pense, dès qu'ils sont dans le terrain en train de travailler, il faut un accompagnement pour renforcer leur capacité de prise en charge du diabète. Le problème, c'est l'aspect pratique. L'aspect pratique de la formation. Donc les professionnels de santé, je pense en tant que responsables, nous devons les aider à quitter de la théorie, à les transformer du point de vue pratique pour que le patient qui vit avec le diabète puisse avoir les bénéfices de ces notions théoriques. Donc je pense, lacune où ça se trouve, c'est essayer un peu de potentialiser ces professionnels de santé qui deviennent vraiment des praticiens pour une bonne prise en charge des personnes qui vivent avec le diabète. Je reprends au nom de Bavidi Mbongo Beni. Je suis premièrement, ça c'est mon identité première, je suis enfant de Dieu. Et deuxièmement, je suis infirmière de formation. Et en troisième lieu, je suis père éducateur au centre éducation diabète santé. Et là, je représente les diabétiques de la RDC. Ok, là, je parle au nom de tous les diabétiques, c'est-à-dire même les diabétiques de fin fond de la RDC. Alors les défis sont vraiment majeurs. Donc premièrement, le premier défi, c'est le fait de s'accepter tel que, en fait, diabétique, soit personne vivant avec le diabète, c'est vraiment pas facile, surtout avec la stigmatisation qu'il y a au sujet de cette maladie. Et deuxièmement, de contrôler sa glycémie tous les jours, au moins 3 fois par jour, ça c'est vraiment aussi un défi, et de s'administrer le produit dont on a besoin pour pallier à ce déficit en insuline. Et donc ça ce sont les premiers défis. Et ensuite je pourrais dire éviter les complications de diabète. Alors pour ça il faut vraiment suivre ce traitement à la lettre et toutes les consignes qui vont avec. Et ensuite on a aussi le fait de gérer le stress, parce que le stress aussi entraîne un impact sur la glycémie. Alors il faut tout ça, et on connaît notre pays, il y a vraiment le problème il y a beaucoup de problèmes, alors il faut gérer son stress pour pallier à ce problème. Merci. Mais l'utérus, quand il s'est contracté, le muscle, quand il s'est dilaté, le muscle ne sait plus se contracter. Et donc faites attention, quand vous avez en salle d'accouchement une femme avec un gros utérus au-delà de 35 cm, soit un enfant macrosome, soit un polydramniose, soit des myomes utérins, faites attention à l'hémorragie du postpartum. Prenez déjà des précautions, un abord venu, misoprostol dans le rectum après l'accouchement, Exacil en IV, surveillance stricte toutes les 10 minutes, vous regardez l'hémorragie, donc le logis par la vulve, et vous surveillez les chiffres, les paramètres vitaux. Voilà. Alors, il y a l'infection pour une endométriose qui sont des problèmes très fréquents. Il y a le risque d'hypoglycémie en postpartum par maintien de l'insulinothérapie. La femme était sous un traitement, elle a accouché, le placenta est parti, le taux d'hormones diminue. Faites attention pour adapter les doses des médicaments par rapport à la glycémie. Il y a des complications ovullaires. Dans les complications ovullaires, il y a des avortements par des anomalies chromosomiques. Il y a les malformations congénitales, la prématurité, elle est surtout induite, la macrosomie, le poussé d'enfant. Souvent, il y a la dystocie des épaules, et quand vous insistez pour fléchir la tête, pour faire engager le pôle antérieur, en hypocalcémie, simplement parce que l'enfant naît dans un climat d'hyperglycémie, et vous savez qu'il y a une relation entre l'hyperglycémie maternelle et l'hyperglycémie fétale ou néonatale. Donc, ce gradient-là est maintenu. Et donc, si vous gardez
des chiffres élevés où l'enfant garde cet hyperinsulinisme, cette hypersensibilité-là n'existe presque pas. Mais cette maladie se manifeste par des complications, qu'elles soient maternelles ou ovulaires ou fétales. D'où l'intérêt du dépistage en fonction des facteurs de risque. Infection urinaire à répétition, infection vaginale, vous êtes ceci antécédent héréditaire de diabète ou collatéral, on doit vous faire une glycémie. Mais malheureusement, tous ces facteurs de risque manquent chez 30 à 40% des personnes, des malades qui vont faire le diabète. Et donc il faut être très attentif à la personne elle-même, à sa santé et aussi à la santé ovulaire. Vous avez compris, hein? Donc c'est comment entre les patients dès la première visite pour fixer les objectifs glycémiques. Donc la symptomatologie, en tout cas je passe à médicament 3A, 3B, si c'était A, 3B, donc voilà, c'est connu. Et donc les méthodes diagnostiques, c'est toujours là, vous avez la glycémie à jeun, la glycémie provoquée par la voie orale, là c'est random, hein. Donc la glycémie plasmatique, donc glycémie casuelle, c'est ça. Glycémie à jeun qui fait glycémie provoquée par la voie orale, hémoglobine glyquée, donc ce sont les mêmes qui avaient été dit. L'hémoglobine glyquée, le point essentiel, c'est la glycosylation de l'hémoglobine dans les érythrocytes. Et donc, ça peut permettre le dépistage et les diagnostics. À l'époque, c'était pour les jeunes, maintenant, là, ça entre aussi dans les critères diagnostiques. Et donc, à faire tous les trimestres, tous les 3 mois, bien évidemment, au diagnostic initial, et puis tous les 3 mois, voilà, ça c'est vraiment connu. On a donné normal, moins de 5,7, pré-diabète 5,7 à 6,4, diabète supérieur à 6,7. Ici, j'ai la facilité. Un meilleur reflet. Les limites, c'est tout problème qui peut présenter un patient en rapport avec les maladies des globules rouges, les anémies, les thalassémies, la grossesse, tout ça. Donc, ça peut vraiment interférer, il faut faire attention. Un malade qui a une polyglobuline risque aussi d'avoir aussi une hémoglobine un peu élevée. Celui qui a une anémie peut aussi avoir aussi une hémoglobine basse. Donc ça, ce sont vraiment des limites. Voilà. La glycémie à jeun, ça peut vous permettre de poser le diagnostic supérieur à 126 à des reprises si c'est équivoque. Mais lorsque c'est une glycémie avec déjà des signes de démonstration métabolique, le diagnostic peut déjà être posé. On peut le faire même au cabinet, comme on a l'habitude de le faire, afin que les patients aient observé le jeûne à domicile. Voilà. Les limites ici, c'est on ne sait pas si le diabète c'est un état d'hyperglycémie chronique. Donc, ça ne veut pas dire que parce que la glycémie est élevée là, que c'est le diabète. Non, il faut prouver réellement la chronicité. C'est comme ça qu'on peut répéter autant de fois. Peut-être qu'il y a un stress, peut-être en 125, et diabète, supérieur égal à 126. Supérieur ou égal. Donc, on continue toujours à le dire, parce que ce n'est pas la même chose que supérieur à 126. Le professeur l'a déjà dit. Glycémie aléatoire. C'est une glycémie qu'on fait à n'importe quel moment de la journée sans tenir compte qu'on a mangé, qu'on n'a pas mangé. Et donc, dès que ça dépasse 200 avec les signes de l'équation métabolique, polyurie, polypsie, polyphagie, asthénie, voilà, vous pouvez bien évidemment penser au diabète sucré et les valeurs sont là, moins de 100 grammes de glucose, vous diluez un peu dans quelques cc d'eau, vous donnez à la personne, vous prélevez la glycémie bien sûr à jeun et puis 2 heures après, vous avez pratiquement les mêmes informations qu'on nous a déjà dit. Et ici, on répond les critères selon qu'il y a une intolérance au glucose, selon qu'il y a une hyperglycémie modérée à jeun, des cas de pré-diabète. Et voilà. Donc, alors, l'évaluation initiale, il y a toujours une anamnèse. On est médecin, on fait la médecine qu'on a toujours faite, avec quelques particularités ici. Si c'est une énième consultation pour assurer que les régimes s'assuivent, il y a un enregistrement des valeurs de glycémie, il y a les techniques d'injection sont respectées, et les mesures générales d'esthétique, et si vous avez besoin de connaître ça. Si c'est toujours un ancien cas, savoir s'il a déjà eu à présenter une complication. Le professeur avait dit les patients, il y avait une étude qui avait montré que près de 95% avaient déjà développé une complication en rapport avec le diabète. Donc c'est vraiment de l'anamnèse classique.
il faut faire, et puis l'examen médical doit être vraiment systématique, C'est pourquoi on doit faire un effort dans les normes, éviter à ce que les patients diabétiques soient vus ensemble. Il faut que chaque patient entre à son tour, comme ça on a l'occasion de les déshabiller, de voir ceci ou cela, de poser certaines questions par exemple pour savoir s'il a un problème de faiblesse sexuelle par exemple. S'ils sont à 5-6, comment il va donner ces problèmes-là, tout ça. Généralement, quand nous sommes avec eux-mêmes, quand vous voyez l'homme venir avec sa femme en consultation ces jours-là, il faut les amener à s'exprimer. Déjà, comprendre déjà tout ça. À un moment donné, quand il va être si l'homme n'avait pas dit, il faut le battre. Là, la femme, il faut le battre. Il faut le battre. Ce qu'on a le battre, si on le bat, c'est ton père, c'est l'homme qui est dans le pays. Voilà, donc, mais comment un patient pourra exprimer ça si la consultation se fait 4, 5, ils sont là, c'est compliqué. Et pourtant, il y a moyen de pouvoir les aider à normaliser la glycémie en cherchant à savoir la cause de cette faiblesse sexuelle. Est-ce qu'il y a des dyslipidémie? Est-ce qu'il y a un problème vasculaire? Est-ce qu'il y a un problème avec les corps caverneux? Est-ce que c'est possible? Ou c'est un autre problème prostatique? C'est un autre problème hypogonadisme? C'est possible. Avec possibilité de pouvoir gérer. Il y a les gens ont l'impression ici que les faiblesses sexuelles chez les diabétiques, c'est déjà une condamnation à la croix. Ah non, non, même celui qui a été condamné à c'était ressuscitable. Parfois, certains sont des classes 1A, des recommandations qui sont fortes, que nous devons essayer de pouvoir appliquer directement. Mais parfois, il y a des recommandations qui sont des avis des experts et tout ça. Donc les recommandations, on ne veut pas vous imposer, on vous demande, on veut vous montrer que non, écoutez, les autres ont trouvé ça, et comme vous n'avez pas fait ces études-là, vous ne pouvez pas vous servir des études des autres pour appliquer ça et ça, mais question de pouvoir les adapter au contexte locaux. Parce qu'ailleurs, c'est une approche individualisée, centrée sur les patients, tous ces médicaments sont remboursés. Il y a des mutuelles de santé. C'est comme ça que les médecins peuvent prescrire même la pompe à insuline. Ils peuvent prescrire, je ne sais pas, les analogues de GLP-1 pour un traitement peut coûter $500 le mois. Ils peuvent tout faire comme prescription. Mais chez nous, est-ce que ces produits-là sont remboursés? Est-ce que les malades ont une bourse qui leur permet de pouvoir faire ceci ou cela? C'est pourquoi on dit les recommandations, elles sont bonnes, mais elles doivent être adaptées au contexte local. C'est vraiment le message, le plus grand message qu'il faut passer par rapport aux directives.
Pardonnez